Comme au temps de la crise, les soupes populaires font maintenant partie du paysage urbain de l'Amérique. Sur le continent le plus riche de la planète, alors que la nourriture abonde au comptoir des supermarchés, de plus en plus de gens ont faim, victimes d'un système qui les laisse pour compte. Les démunis sont le quart monde de notre univers économique. Mais la pauvreté que nous côtoyons au nord est un faible écho de la misère du sud. On se dit démocrate, on se dit humaniste, on se dit socialiste, on se dit même chrétien, et jamais le monde n'a été aussi injuste. Jamais le monde n'a l'écart entre les riches et les pauvres, écart de la nourriture, écart de l'éducation, écart de l'espérance de vie, écart des soins, écart de l'éducation, enfin on leur enlève la dignité. Le droit au travail. Ah, le droit au travail, même notre jeunesse, alors, cette fois-ci est touchée. Alors on ne peut pas manger correctement si on n'a pas le droit au travail. C'est un grave problème aux États-Unis. Beaucoup d'enfants se couchent le ventre vide, surtout dans les grandes villes. L'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estiment qu'à chaque jour, dans le monde, 35 à 40 000 personnes meurent de faim et de problèmes reliés à la malnutrition. C'est une tragédie. Et les gens doivent être informés, prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Il ne s'agit pas seulement de la famine, mais de tout ce qui est relié à la faim, qui engendre des problèmes terribles sur cette planète. Pourtant, avec des investissements relativement minimes, les pays développés pourraient régler ces problèmes, créer un monde où personne n'a faim. Pour beaucoup de gens, ce n'est là qu'un rêve. Au cours des dernières années, les riches deviennent plus riches à l'intérieur d'un pays, comme le Canada ou les États-Unis, mais surtout, à l'échelle de la planète, les pays du tiers-monde sont plus pauvres qu'ils n'ont jamais été, terriblement endettés, et nous sommes les créanciers. Le système que nous avons adopté pour leur venir en aide a comme résultat qu'il y a plus d'argent qui vient du sud vers le nord que du nord vers le sud. Quelle sorte d'investissement les riches font-ils dans les pays pauvres? Quel consentement accordent-ils au réinvestissement des profits dans les pays où se fait la production du café, du sucre, des mines et d'autres produits qui nous viennent du tiers-monde? Nous n'en sommes pas encore à cette comptabilité humaine, cette comptabilité qui a pour motif, pour moteur, la compassion. Nous n'en sommes pas là. 50 ans après sa création à Québec en 1945, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, fait aujourd'hui un constat d'échec. L'insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition demeurent toujours les problèmes les plus graves de la planète. Pendant que la FAO sonne l'alarme pour mobiliser les décideurs politiques, les grands acteurs du commerce international continuent d'imposer leurs lois et mondialisent leur marché. La grande roue de la fortune tourne à plein régime, mais la population du Sud n'y a jamais gagné le gros lot. Si on allait jusqu'au fond des choses et se demander en termes d'analyse coût-bénéfice social, est-ce que ces gens-là ne sont pas en train de se serrer la ceinture pour satisfaire nos besoins? Dans beaucoup de cas, je dois répondre oui. Le monde est à la portée de notre assiette. Si nous en payons le prix, nous aurons accès à toutes les nourritures de la planète.
quelques minutes de travail suffiront à nous payer un repas. Là-bas, chez ceux qui produisent nos fruits, nos légumes, notre café, notre sucre, c'est toute une journée, parfois deux, parfois trois, qu'il faudra pour y arriver. Alors, ce qui est fondamentalement difficile à accepter, c'est qu'il y a un certain nombre de pays sur la planète qui se sont effectivement branchés sur la production de produits d'exportation, strictement pour les marchés monétaires, mondiaux, qui ont de l'argent pour payer ces produits-là. La Côte d'Ivoire est un des cas. La Côte d'Ivoire repose à l'heure actuelle sur l'exportation de café et de cacao, je pense, pour à peu près 70% de ses exportations totales. À l'instar de la Côte d'Ivoire, bien des pays du Sud ont mis leurs économies à la merci de la demande du négoce international. Les conditions de vie des populations qui nous fournissent en denrées alimentaires sont influencées par nos exigences et notre niveau de consommation. Nous modifions non seulement le destin de ces sociétés paysannes, nous pillons aussi leur environnement, souvent de façon irrémédiable. Alors, nous sommes en train, par notre excès de consommation de pétrole lié à notre excès de consommation à la grande bouffe, nous sommes en train de démolir l'environnement. On détruit les forêts pour faire les prairies qui font le hamburger, de détruire le climat. Et d'autre côté, les pays en voie de développement vont vers la perdition. L'Afrique est un continent entier en perdition depuis 15 ans. C'est la première fois qu'un continent entier, en temps de paix, voit son niveau de vie diminuer pendant 15 ans. Où allons-nous? Alors, la maigre bouffe, nous en sommes responsables par notre système économique. Dans le monde, il y a deux systèmes économiques qui sont tous les deux imposés par la violence et qui tous les deux ont échoué. Le système communiste, on le connaît bien. On sait pourquoi il a échoué. C'est point de vue politique. C'est pas moi qui vais en faire l'éloge, sûrement pas. Mais le système capitaliste, on oublie que il échoue dans tout le tiers-monde. Et la richesse qu'il nous a apportée est une richesse de voleurs. On a exploité le tiers-monde en lui sous-payant tout ce qu'on lui achète, en lui surfacturant tout ce qu'on lui vend. Quand un pays du Nord se retrouve avec des surplus de production, l'aide alimentaire au tiers-monde constitue un excellent débouché. Les raisons commerciales se combinent étroitement aux considérations humanitaires. Et notre façon d'aider peut avoir des effets pervers. Il arrive que le blé canadien ou le maïs américain exporté à bon marché dans un pays du Sud concurrence directement la céréale produite par le petit paysan local. Écouler les surplus de notre agro-industrie fait notre affaire. Mais quand le commerce subventionné neutralise l'agriculture des pays que nous aidons, nous perpétuons les problèmes au lieu de les régler. Devenir dépendant de l'aide internationale n'est sûrement pas ce dont rêve l'Afrique. On met en compétition mon ami du Burkina Faso qui a moins d'un hectare d'une terre dégradée, qui a comme outil une pioche et puis une machette, à peu près 1 kilo d'acier. On le met en compétition avec mon ami le fermier de l'Ouest canadien. Il y en a un qui a une ferme de 3000 hectares avec des tracteurs larges comme ça, des moissonneuses batteuses encore plus larges. Et elle leur dit, ben voilà, compétition, ils vont. Quand même, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, l'abolition du protectionnisme dans les pays du tiers-monde est un drame. La journée démarre à 5 h du matin. Elle s'arrête un peu vers 11 h midi, au moment où il fait très chaud. Et pour reprendre vers 16 h l'après-midi, pour finir vers 19 h. Donc entre 7 et 10 h en moyenne, toute la journée. Chaque jour, et ce pendant 4 à 5 mois, pour faire juste un cycle d'oignons. Le Sénégal produit beaucoup d'oignons, suffisamment pour répondre aux besoins nationaux.
Pourtant, malgré tous leurs efforts, ces paysans n'arrivent pas à tirer un revenu décent de leur agriculture. Babacar Gueye travaille avec un regroupement de petits producteurs dans la région des Niayes, au nord du pays. Ensemble, ils tentent de surmonter des conditions difficiles et surtout un contexte commercial qui les pénalise. Les gens font énormément preuve de courage parce que le travail est relativement pénible et souvent, disons, le bénéfice n'est pas au rendez-vous, le profit n'est pas au rendez-vous. Dans la commercialisation de la production, il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Dans la mesure où ils se rendent compte qu'au bas mot, pendant 4 mois de l'année, à partir d'avril, mai, juin, juillet, la production nationale arrive à suffire largement les besoins du marché. Et ils ne comprennent pas que pendant cette même période, on se permet tout le temps d'importer des produits qui viennent les concurrencer sur le propre marché. La principale source des difficultés des paysans sénégalais ne se trouve pas en Afrique. Ces sacs d'oignons empilés à Dakar proviennent d'Europe, notamment de Hollande. Ce sont les paysans locaux qui paient la rançon de la surproduction industrielle et du dumping. Leur propre production, qu'ils ont mis tant d'énergie à récolter, se vendra souvent à perte. Et ici, les statistiques parlent de 20 à 25% de taux de perte annuel, simplement dû à une concurrence sur notre marché des produits importés qui font l'objet d'un dumping. Il y a deux sortes de politiques au niveau mondial en matière d'alimentation. Il y a les pays industrialisés qui ont beaucoup d'aliments, qui en ont même en surplus. Et dans certains cas, on utilise l'argent de nos contribuables pour subventionner les exportations. Alors, dans le cas des pays dont je vous parle, qui sont les pays moins industrialisés, très souvent, c'est le contraire. Ce pas des pays qui vont subventionner leurs exportations. Au contraire, c'est des pays qui vont taxer les paysans qui produisent les produits d'exportation. Donc, d'une certaine façon, c'est le paysan qui écope. Disons que les règles commerciales d'abord s'imposent à nous parce que notre pays est devenu, comme la plupart des pays au monde, signataire des accords de l'Office mondial du commerce. Donc, les règles, en principe, s'imposent à nous. Donc, on n'a plus le choix que de nous insérer dans cette logique de compétition. Maintenant, dans ce contexte-là, c'est toujours le même problème. C'est la lutte éternelle entre le pot de fer et le pot de terre. Quand on parle des accords du GATT et de tous ces trucs de mondialisation des marchés, de tous ces mots énormes qui nous laissent supposer que l'industrie agroalimentaire est en train de s'internationaliser partout de la même façon, c'est complètement faux. Et c'est tout ça, les aberrations dans le raisonnement de ces commerçants-là, et aussi dans l'argument des technocrates, des politiciens, de nous dire, écoutez, ça va permettre aux pays en voie de développement de s'intégrer au commerce, mais c'est de l'absurdité. C'est de l'absurdité, c'est pas possible. Le commerce, à l'heure actuelle, il se fait uniquement entre les pays industrialisés. Et il est comblé à l'heure actuelle. On produit amplement pour les besoins. Nous avons été pendant longtemps le second producteur mondial d'arachide après les États-Unis. Et toute notre production d'arachide, en grande partie, était exportée. Bon, ça procurait énormément de devises pour le pays. Mais non seulement il y a eu des produits de substitution à l'huile d'arachide, notamment l'huile de soja, l'huile de tournesol, et qu'un pays comme les États-Unis se sont redéployés sur cette culture, et on est arrivé aujourd'hui à faire en sorte que l'huile d'arachide est fortement concurrencée sur le marché mondial. Et tout ça fait qu'actuellement, cette filière est de plus en plus déficitaire. Alors donc nous subissons ces contre-coups de la mondialisation de manière très drastique du point de vue de la production agricole. Les règles du commerce international, ce sont les pays riches qui les ont dictées. Ils ont toutes les clés pour protéger leurs propres agricultures, mais ils sont aussi les premiers à refuser aux autres le droit de se nourrir eux-mêmes et de commercer quand ils en ont la capacité. Les ententes commerciales sont souvent bafouées par ceux-là même qui les ont imposées.
On condamne ainsi à l'assistance des populations qui auraient la capacité de s'alimenter et de se développer. Mais effectivement, l'Afrique serait capable de se nourrir parce que bon, nous avons le potentiel à la fois agricole et même à la fois humain aussi pour pouvoir, parce que bon, l'Afrique, par le passé, c'est nourri. Bon, peut-être qu'il y a eu des dérèglements justement du fait que l'Afrique étant de plus en plus intégrée à un marché, notamment le marché mondial, et ses capacités de contrôle sur ce marché, notamment des règles qui président aux échanges, donc ces contrôles n'étant pas effectifs, on se retrouve dans une situation de dépendance. Le droit de se nourrir soi-même, à partir des produits de la terre qu'on habite, est évacué par la logique du négoce international. L'expansion du commerce est présentée comme une panacée, génératrice de croissance. Mais qui en profitera? Cette croissance ne ressemble-t-elle pas à une fuite en avant? Elle se justifie par le droit au profit, mais elle risque de nous éloigner toujours un peu plus des valeurs humaines. La dignité humaine, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait et quelle forme? Est-ce que ça peut prendre au Nigeria? Quelle forme? Est-ce que ça peut prendre au Burundi? Quelle forme? Au Sahel? Quelle forme en Inde? L'accès, un pays, l'Inde est peut-être un bon exemple. L'Inde est en passe de devenir un pays autosuffisant au point de vue de la production agricole, ce qui n'a jamais été le cas au cours de la période coloniale précédente. Alors, il y a des leçons à tirer de la prise de possession des moyens de production par un grand pays comme l'Inde. Pour nourrir le monde, il faut commencer par le respecter. Respecter les ressources qui supportent la vie. Bâtir un meilleur équilibre dans le partage. Supporter les efforts d'autosuffisance et valoriser les agricultures nationales. La plupart des gens sur la planète ne sont pas nourris par notre système. Je faisais une recherche aux Indes récemment, et là-bas, la majorité des gens vivent à l'extérieur de l'économie de marché. Il y a bien une forme de colonialisme qui essaie de les intégrer, et effectivement, 10 ou 20% d'entre eux pourraient l'être. Les 80% qui restent, on les envoie carrément au diable. Mais c'est un processus relativement récent, et beaucoup de gens se disent « Non, nous devons nous reprendre en main ». Les populations du Nord et du Sud doivent récupérer les clés de leur alimentation. Il y a 3 exigences pour recréer la prospérité et sortir du cercle vicieux de l'endettement. C'est de gérer ton savoir, gérer ta ressource, gérer ton commerce. Et commence avec des petites économies. D'ailleurs, ça donne des résultats extraordinaires. Dans les pays à l'heure actuelle, par exemple, un certain nombre de pays en Amérique du Sud, un certain nombre de pays en Afrique, ou des régions des pays, où on a justement développé ce modèle de regrouper les économies, si petites soient-elles, et qu'on a recommencé à développer avec les moyens qu'on possédait, ben, on est redevenu propriétaire de son milieu. Et d'être propriétaire de son milieu, c'est d'être capable de prendre des décisions en fonction des besoins du milieu. C'est aux pays pauvres à se défendre. Qui est-ce qui a fait triompher le mouvement socialiste et syndical en Europe et en Amérique du Nord au 19e, fin 19e, début 20e siècle? Les travailleurs qui sont mis ensemble. Et actuellement, ce sont les pays pauvres. Alors, je termine mon livre Un monde intolérable par le cri. C'est pas prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est endettés de tous les pays pauvres, unissez-vous contre Banque mondiale, contre FMI, contre le Trésor des États-Unis. Le prix de la nourriture, le revenu des producteurs agricoles et la sécurité de l'approvisionnement alimentaire sont maintenant tributaires des grands commerçants. La bataille de l'alimentation se fait de plus en plus dans l'assiette du voisin. Mais elle ne donne pas à manger à ceux qui ont faim.
I'm one of the people that think that we can produce all the food we need to feed everyone adequately. Je suis l'un de ceux qui croient que nous sommes capables de nourrir le monde et nous pourrions le faire encore pendant plusieurs décennies, mais pas indéfiniment. Éventuellement, la planète ne pourra plus nous supporter. But I think Mahatma Gandhi said Le Mahatma Gandhi l'a exprimé mieux que moi. La Terre produit suffisamment pour nourrir le monde, mais pas assez pour satisfaire sa cupidité. another way of saying that greed is La cupidité est l'un des problèmes majeurs. Certains pays produisent des surplus, mais des gens meurent de faim dans les rues. C'est une tragédie terrible. so this is a terrible tragedy. La production alimentaire a été détournée de son objectif fondamental. Nourrir le monde est devenu accessoire. Ce qui importe, c'est le rendement financier du capital mondialisé. L'une après l'autre, les agricultures nationales sont bouleversées et les écarts se creusent au sein des populations. La grande bouffe pour les uns, l'indigence pour les autres. La FAO dit pourtant que se nourrir est un droit fondamental, que chaque personne doit pouvoir manger des aliments de bonne qualité, en quantité suffisante. La planète est pavée de bonnes intentions. Mais c'est dans l'action que s'incarnent les solutions. Il faut se battre. Il faut se battre continuellement. Il ne faut jamais arrêter de se battre. Et moi, je vous dis, c'est pour ça qu'on essaye de développer des grandes solidarités entre les paysans, entre les consommateurs, et de souder ces blocs-là ensemble qui vont faire qu'on va pouvoir changer des choses. Donc, il ne faut pas, même si ça peut paraître catastrophique parfois, là, bon, et même si c'est près parfois de la catastrophe, il faut garder espoir, sinon, ce serait le désastre. Partout dans le monde, des communautés se prennent en main pour changer le cours de leur destin. Elles nous apprennent le sens du partage et de la solidarité. Elles nous rappellent que vaincre la faim est un défi quotidien, mais un défi que nous avons désormais les moyens de relever. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés. En Europe, au Japon, on les craint, on les boycotte. Mais au Canada, on en mange tous les jours sans poser de questions. Sommes-nous les cobayes de cette nouvelle industrie? Il y a quelques mois, des Américains ont voulu les acheter. On a tout fait pour les garder chez nous. Les petits gâteaux Vachon. Pourquoi les Québécois sont-ils aussi attachés à ces pâtisseries produites en série? Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. On parle beaucoup ces temps-ci des OGM, les aliments qu'on modifie génétiquement pour qu'ils se conservent mieux ou qu'ils soient plus faciles à cultiver, par exemple. Pourtant, on ne sait toujours pas, quand on achète un fruit comme celui-ci, s'il est modifié génétiquement. Parce qu'au Canada, contrairement à ce qui se passe en Europe, les commerçants ne sont pas obligés d'avertir le public.
On ne sait pas non plus, malgré tous les débats scientifiques sur le sujet, si les aliments transgéniques, comme on les appelle, sont dangereux pour la santé. Et le gouvernement fédéral n'a même pas les moyens de faire les tests qui s'imposent. Or, au Canada, on est parmi les plus grands producteurs d'aliments transgéniques. Et nous, on en consomme de plus en plus aussi. Christine Gautrin et Anne Panasok ont voulu savoir quelle est la proportion d'aliments modifiés génétiquement dans un panier d'épicerie moyen de gens comme vous et moi, par exemple. Voici ce que ça donne. Ces pommes de terre contiennent un gène de bactéries. Elles sont génétiquement modifiées. Ce maïs aussi a été modifié. C'est un OGM, un organisme génétiquement modifié. À l'aube de l'an 2000, de grosses entreprises de semences promettent que les plantes transgéniques vont changer le monde. La banane va devenir un vaccin. On va créer une plante-usine capable de produire du plastique. Le riz sera plus nutritif, les fruits aussi, pour le bénéfice des pays du tiers-monde. Tout va devenir possible grâce à la transgénie. Les débouchés sont gigantesques, les profits aussi. Et le Canada est dans le peloton de tête des pays producteurs d'OGM. Cet enthousiasme pour les OGM est loin d'être partagé. Dans la communauté européenne, les organismes génétiquement modifiés sont plutôt mal reçus. C'est qu'après la vache folle, les poulets à la dioxine et autres fléaux qui ont fait plusieurs victimes, les consommateurs craignent les OGM. On ne sait pas ce que ça va donner, je pense qu'il faut voir dans le temps en fait. Je consomme des produits au soja par exemple, je fais effectivement attention à ce qui est marqué dessus. Le problème c'est que souvent les effets secondaires, on les connaît que 10, 20, 30 ans après. Des groupes de consommateurs d'à travers le monde, au Japon, au Brésil, en Inde et d'autres pays, ont emboîté le pas aux Européens pour dénoncer les OGM. Au Québec, le mot même d'OGM était inconnu il y a quelques semaines. Je sais pas, j'ai entendu parler, on dit qu'il y avait des bananes qui peuvent être comme ça pour prolonger la longévité. Est-ce que vous connaissez ça, les aliments ou les organismes génétiquement modifiés? Non. Les OGM, vous avez jamais entendu parler? Non, pas du tout. Génétiquement modifiés. Peut-être dans les fruits et légumes, là? Non, c'est des mots qui sont complètement... je connais pas. Nous mangeons des OGM tous les jours, mais sans le savoir. Il y en a dans la plupart des produits que vous trouvez ici, dans ce panier d'épicerie type, composé des 50 aliments les plus achetés. Prenons les pommes de terre, par exemple. Il y a des variétés qui sont génétiquement modifiées. Lesquelles, on ne sait pas. C'est pas mentionné sur ce sac. Ces tomates ne sont pas génétiquement modifiées, bien que le Mexique en produise. Tous les autres légumes et fruits ne sont pas génétiquement modifiés, pour le moment. Mais 70% des produits transformés contiennent des OGM, parce qu'ils contiennent du soya, du canola ou du maïs. Ce maïs n'est pas destiné qu'aux animaux. Il se retrouve aussi dans notre assiette. Et souvent, il est transgénique. Nous sommes dans des parcelles de démonstration de la compagnie Pioneer, le plus grand producteur de semences. Là, ici, on a un maïs BT. Puis, si on regarde l'ensemble du champ, on voit qu'il n'y a pas de verse du tout, ou presque pas dû à la pyrale. On voit bien que le champ est droit, hein, là? La rangée est droite, là, oui. Puis, en le coupant, on voit que la tige est vraiment saine, qu'il n'y a pas de maladie. On voit que c'est beaucoup plus en santé qu'un plant normal. Là. Il n'y a pas de pourriture, mais la pyrale, quand elle pénètre dans la tige, c'est une porte d'entrée aux maladies aussi. Puis ça va occasionner un maïs qui va verser plus facilement. Ce maïs, qu'on appelle BT, possède 3 gènes empruntés à d'autres espèces, dont un gène d'antibiotiques et un gène de bactéries pour qu'il résiste à son ennemi de toujours, la pyrale, une chenille. Qu'est-ce que vous avez planté cette année? Est-ce que c'est du maïs BT? J'ai 75% de mes ancrages, c'est du maïs BT. Ah oui. Vous aimez ça? Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'on a des tiges qui sont très solides. C'est une facilité de battage aussi. Puis un revenu supplémentaire avec... Ah oui,
figure un 10% de plus de revenus avec un maïs BT. De plus en plus d'agriculteurs adoptent les semences transgéniques de maïs, de canola ou de soya. Selon les nouveaux gènes insérés, les semences ont des propriétés différentes. C'est une semence de soya Roundup Ready, Et comment est-il le champ comparativement à ce que vous aviez auparavant? beaucoup plus propre, beaucoup plus économique à désherber, malgré qu'il y a une redevance à payer à Monsanto. L'herbicide est beaucoup moins dispendieux. On fait une seule application d'herbicide. La régie est très simplifiée. Au lieu de faire 1 ou 2 passages d'herbicide, on n'en fait plus qu'un seul. On comprend l'avantage pour l'agriculteur, mais pour le consommateur, c'est moins évident, parce que toutes les gènes supplémentaires se retrouvent dans notre alimentation, à notre insu, dans la boîte de céréales, les chips, mais aussi la mayonnaise, le chocolat, le yogourt, les soupes en conserve, les biscuits, sous forme de dérivés, lécithine, fructose, dextrine et autres additifs aux noms compliqués qu'on peut lire sur les étiquettes. Bref, dans à peu près tous les produits que vous voyez ici. On a fait un certain nombre d'études, puis la probabilité qu'il y ait un problème, un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine est très, très, très minime. Je me dis que peut-être qu'on est en train de faire quelque chose qui est potentiellement dangereux. Malheureusement pour nous, consommateurs, il n'y a pas consensus chez les scientifiques quant aux dangers pour la santé. Elisabeth Abergel est généticienne. Elle a déjà travaillé pour un laboratoire privé à Toronto. Et depuis qu'elle s'intéresse aux OGM, sa façon de manger a changé. Il faut se dire qu'en consommant des produits transgéniques, par exemple une tomate ou une pomme de terre, c'est pas tout à fait clair ce qui se passe au niveau de la cuisson non plus, donc on ne sait pas trop comment ces nouvelles protéines réagissent, et ensuite on ne sait pas non plus comment elles réagissent dans le corps humain. Autre son de cloche de la part de Dominique Michaud. Chercheur indépendant à l'Université Laval à Québec, il travaille à mettre au point des pommes de terre transgéniques. Pour lui, une personne qui consomme des grains entiers de maïs transgéniques, avec les nouveaux gènes présents dans les protéines, eh bien cette personne ne court aucun danger. Dans la mesure où cette protéine-là n'est pas allergène ou toxique, et elle ne le sera pas, parce que les compagnies ne vont pas commercialiser ça en général. Puis de toute façon, il y a plusieurs tests. Qu'est-ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va l'ingérer avec les autres protéines, les autres gènes, et elle va la digérer. Moi, j'aime bien mieux manger un organisme génétiquement modifié que prendre du café décaféiné où il pourrait y avoir des résidus de certains solvants organiques. Dominique Michaud mangerait tous les produits qui se trouvent dans ce panier d'épicerie type. Elisabeth Abergel ne consommerait que les fruits et les légumes, sauf les pommes de terre bien sûr. Elle éliminerait tout le reste, y compris la viande, les œufs, le fromage et le lait, parce que les bêtes sont aussi nourries de grains transgéniques. Mais il y a une crainte partagée qui est liée aux antibiotiques. Car souvent les OGM possèdent un gène de résistance aux antibiotiques, avec leur nouveau gène. Quand on mange des produits transgéniques, il se peut que ces gènes de résistance aux antibiotiques, qui sont encore présents dans la flore intestinale, qui sont intacts, puissent être transférés dans les bactéries justement qui sont dans notre flore intestinale et à ce moment-là créer une résistance aux antibiotiques. Est-ce que le risque est élevé? C'est très difficile. C'est très difficile de le dire. Le risque est sûrement pas très élevé dans le sens où on n'a pas vu de problème jusqu'ici, mais on ne peut pas l'exclure. C'est très difficile de répondre à ça. Une étude américaine, publiée en mai dernier, a causé beaucoup d'émoi dans la communauté scientifique. Le papillon monarque, insecte fétiche aux États-Unis, meurt s'il consomme en très, très grande quantité le pollen produit par le maïs BT. Ce papillon est devenu un symbole de la lutte que mènent certains groupes de consommateurs aux OGM, et ça, tant aux États-Unis qu'en Europe. L'étude et les consommateurs ont fini par semer un doute fatal jusqu'à Bruxelles, où la Commission européenne a interdit de nouvelles variétés de maïs transgéniques sur son territoire.
Au moment même où on se parle, l'Union européenne applique une politique d'étiquetage obligatoire depuis 1997. D'autres pays ont également suivi, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que le Japon récemment. Chez nous, des groupes de pression demandent un étiquetage obligatoire sur les produits, alors que le gouvernement ne propose qu'un étiquetage volontaire. Alors, c'est aujourd'hui conjointement avec le Sierra Club, Action Réseau Consommateurs ainsi que le Réseau québécois des groupes écologistes que Biotech Action Montréal dépose une pétition qui réclame l'étiquetage obligatoire des aliments étant ou contenant des organismes génétiquement modifiés. Elle a été signée par près de 20 000 personnes, Canadiens et Canadiennes. Je dis, mettons les choses en perspective, puis arrêtons de faire peur au monde. Il n'y en a pas de brebis à 4 têtes en vente chez Provigo, puis il n'y en aura pas non plus. OK? Calmons-nous. Les manufacturiers croient que cela sera difficile, voire impossible d'étiqueter tous les produits. Dites-moi que le produit fini, il y a 60 items qui entrent dedans. Puis là, vous me dites qu'il faut que tu remontes la traçabilité des 60 items. C'est pratiquement actuellement impossible. Je vous dirais impossible. Ça veut dire quoi, ça, retracer la traçabilité? Retracer, retourner chez chacun des producteurs pour dire la partie d'ingrédients que tu m'as fournie qui est utilisée pour faire mon gâteau, cette partie-là est-elle modifiée génétiquement ou non? Puis là, tu fais ça pour absolument tout. Pour l'étiquetage, l'Europe est souvent citée en exemple. Mais en France, entre autres, contrairement à ce qui est véhiculé ici, il n'y a à peu près pas de produits étiquetés avec ou sans OGM. D'abord, la loi européenne soustrait les huiles et les produits ne comptant que des dérivés à l'obligation d'étiqueter. Et c'est beaucoup de produits. Ensuite, les méthodes d'analyse pour détecter les OGM dans les produits ne sont pas au point. Sans parler de la difficulté d'isoler les grains transgéniques des autres, ou vice-versa. Nous avons identifié, nous, à travers toute la filière, une vingtaine de points qui sont des points critiques où il y a des risques de contamination. Alors bien sûr, il y a le champ, et aujourd'hui, la législation a prévu cette contamination dans le champ, et dans le produit fini, il y a plein d'autres risques, parce que quand on part du champ, bien sûr, il y a les risques dans le champ. Après, vous avez les transports, vous avez les silos chez l'agriculteur, les transports à nouveau dans les bateaux, vous avez les silos dans les ports, vous avez ensuite chez les transformateurs, ensuite chez les industriels. Donc il y a un certain nombre de points qui sont des points à risque et sur lesquels il y a des risques de contamination. Pour éviter une diminution des ventes, les fabricants de produits alimentaires ont plutôt préféré changer leurs recettes. Les producteurs, évidemment, sont libres de la recette qu'ils appliquent, donc de la composition des produits qu'ils mettent sur le marché. Donc, sous la pression des consommateurs, encore une fois, eh bien, de façon à ne pas avoir à indiquer la présence de produits génétiquement modifiés ou n'ayant pas d'assurance de la part de leurs fournisseurs, ils ont eu tendance à substituer des produits dérivés du maïs ou du soja par d'autres produits, par exemple comme la pomme de terre ou le blé. C'est ce qu'a fait un commerçant sur deux, dont le supermarché Carrefour. Donc nous avons tout mis en œuvre il y a maintenant un peu plus de 3 ans pour supprimer les OGM de nos produits à marque Carrefour. Autre technique pour éviter d'avoir à inscrire OGM, ce qui pour les épiciers équivaut à écrire danger, c'est de trouver du maïs ou du soya non transgénique. C'est ce qu'a fait Kellogg's pour ses céréales européennes. Et tout ça, ça a des effets jusque chez nous. Alors, on est chargé de soya, d'ailleurs à soir, et puis notre soya, il est positif dans le camion. Ça fait que là, on ne peut pas domper aux élévateurs. Fait que là, on a attendu toute la nuit pour domper ce matin. Ce soya, destiné à l'exportation, a été refusé. Est-ce que vous le saviez qu'il était transgénique? Mais non. Non. On était garanti hier quand on a chargé qu'il était bon. Il était avec eux autres ou avec eux? Dans la même situation. C'était supposé être le soya non transgénique, puis ils m'ont dit qu'il était transgénique un matin. Fait qu'on s'en vient ici, puis on attend. Ici, comme vous pouvez regarder, c'est isolé du reste des opérations. Donc, on est en mesure de décharger seulement des produits non transgéniques. Et là, vous exportez où essentiellement ce soya qui n'est pas transgénique? La France, le Danemark, c'est des places là, où la demande est forte. Qu'est-ce qu'ils font avec ce soya? C'est pour la transformation de produits pour le consommateur. Et les Français sont bien
acharnés à avoir des produits non transgéniques. C'est de partir la route qui a été très difficile pour Leblanc et la France, c'est de mettre ça en place. C'est de mettre ça en place. Ah oui, comment ça? Bien, ça n'existait pas, là, c'est nouveau ici, hein? Et donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous lisez? C'est ça. Ici, c'est un cas positif. Ici, c'est un camion qui a été refusé, qui va aller décharger ailleurs. Ça peut prendre seulement que quelques grains. Dans 1 kilo de grains, une dizaine de grains de semences, ça va être suffisant pour être positif. On a commencé ça cette année seulement. Le travail est assez exigeant parce qu'on rentre à peu près 150 camions par jour. Il faut faire un test pour chaque camion. Ça prend 5 à 10 minutes chaque. Cet été, les grands de la transformation alimentaire, ADM, Cargill, Casco, ont demandé aux agriculteurs de leur livrer des céréales non transgéniques. Après avoir vendu des semences transgéniques, ils auraient voulu des récoltes non transgéniques. Mais actuellement, on produit un peu plus économiquement. C'est ce qui a fait la prise de décision de prendre un soya transgénique, surtout si on a une terre à problème où il y avait des plantes vivaces. On décide de mettre un soya qui résiste à un herbicide total. Et là, on se retrouve sur les bras avec un soya qui est transgénique. Puis on nous prévient par après, peut-être que tu n'as pas le même prix. On change les règles du jeu en cours de route. C'est sûr qu'avant de prendre une décision de remettre un transgénique dans mon champ, je m'en vais regarder ce qui se passe dans le marché. Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Au pays de la grande gastronomie, là où les produits du terroir sont à l'honneur, la lutte aux OGM prend une nouvelle tournure. Bien sûr, cette lutte se fait sur fond de guerre commerciale. Les agriculteurs veulent protéger leur culture locale et leurs subventions. Mais les consommateurs et les agriculteurs dénoncent aussi la menace d'une nourriture de moins en moins diversifiée, due au contrôle des terres par les grosses semencières. Cette inquiétude gagne les agriculteurs d'ici. C'est le cas de Jean-Guy Vincent, qui a fait affaire avec la multinationale Monsanto. Ça, c'est le contrat? C'est ça. En-dessus, c'est les contrats qui nous lient avec la compagnie en question. Quand ils nous vendent une semence transgénique, on signe un contrat comme quoi on ne réutilisera pas cette semence-là l'année suivante. T'sais. Ah oui, on voit bien ici, là, pour fin d'ensemencement d'une culture commerciale pendant une et seulement une saison. Exactement. C'est vraiment spécifié. Exactement. C'est la première fois qu'on signe, qu'on a des contrats où on ne peut réutiliser ces grains-là. C'est une autre partie aussi au niveau du transgénique qui est inquiétant. C'est le contrôle qui est fait par des compagnies, une ou deux compagnies mondiales qui contrôleraient toute la semence, la génétique. Là. Ça, c'est plus inquiétant. Je pense que l'inquiétude est plus grande à ce niveau-là, d'être lié et de ne pas avoir de marge de manœuvre avec des grandes compagnies mondiales qui auraient des agriculteurs sur le complet contrôle. Ça, c'est, je pense, la plus grande inquiétude là, qui peut exister. C'est une compagnie à quelque part, il y a un bureau-chef dans une tour à bureau à quelque part qui va dire quoi semer. En fait, c'est l'uniformisation des grains produits, de la nourriture. Tout le monde mange la même chose partout. L'uniformisation de tout, à partir des semences jusqu'aux consommateurs, jusqu'à la nourriture. Puis je pense que c'est ça qui est inquiétant. Puis en plus, à partir du moment où des compagnies ont le monopole, elles peuvent contrôler beaucoup de choses, dont les gouvernements. Donc c'est de ça qu'il faut se méfier. Je crois qu'il ne faut pas éliminer une technologie si elle peut être utile. Mais il faut contrôler les compagnies de façon très stricte. Ça, c'est évident, en particulier les grosses compagnies qui possèdent beaucoup de brevets, qui possèdent en fait presque un pan entier du domaine. C'est là qu'il y a du danger.
Bien sûr, nous mangeons plus sainement qu'auparavant. Mais au seuil du 21e siècle, les consommateurs veulent s'assurer que les avancées scientifiques se fassent à leur avantage. Surtout, ils veulent être informés des dangers potentiels et que les nouveaux produits ne leur fassent pas perdre l'appétit.